Bonjour, vous écoutez le podcast Parentalité. Pour répondre à vos préoccupations de parents, nous avons eu l'occasion d'aller vous interroger sur différents espaces fréquentés par les familles. Grâce à ces échanges, nous avons pu définir des sujets d'émission. Aujourd'hui, nous abordons les troubles 10 ans moins plus. Je suis Lucie, référente famille habitant à l'association Passage de Verrières en Anjou. Je suis Audrey, travailleure sociale à la CAF de Maine-et-Loire. Aujourd'hui, nous allons aborder les troubles 10, tels que la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, la dyspraxie, la dysphasie et la dysgraphie. Ils concernent de nombreux enfants et peuvent persister à l'âge adulte. Nous avons le plaisir d'accueillir l'association AP1049 et une orthophoniste pour nous informer du sujet tout en nous donnant des conseils pratiques. Nous recevrons également 2 mamans qui témoigneront de leur expérience personnelle. Bonjour Emmanuel, vous représentez l'association AP1049. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pouvez-vous présenter en quelques mots l'association AP1049 ? Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis en effet la présidente de l'association AP1049. Donc, c'est l'association des adultes et des parents d'enfants 10 du Maine-et-Loire. On fait aussi sur le TDAH. L'association existe depuis 1999. Elle a été créée dans un premier temps par des parents concernés par les troubles dyslexiques de leurs enfants. Puis au fur et à mesure du temps, l'association s'est agrandie, enrichie. Et pour cela, elle s'est ouverte à différents publics. Donc on n'est plus sur des parents d'enfants, mais aussi des adultes. Également, on parle donc de tous les troubles 10, les 6 qui ont été nommés tout à l'heure dans l'introduction, et on parle aussi du TDAH. Voilà, on fait des actions sur tout le département et notre siège actuellement est sur Angers. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous définir qu'est-ce qu'on entend par les troubles 10 ? Dans les troubles 10, comme il a été précisé, il y a différentes sphères cognitives, on va dire. Donc il y a la dyslexie qui impacte le langage écrit. La dysorthographie, qui est aussi à l'écrit, mais en fait, c'est plus particulier. Ça est par rapport à l'orthographe, pour savoir comment écrire. Donc, ça va être aussi avec les sons qu'on peut entendre à l'oral, qu'on va transcrire à l'écrit. Ensuite, nous avons la dysphasie. Donc, ça, c'est le registre oral. Donc, c'est le parler, comment on organise son parler. Ensuite, nous avons la dyscalculie. Donc ça, c'est la cognition logico-mathématique. C'est un grand mot qui ressemble juste de manipuler les chiffres. Qu'est-ce qu'on fait des chiffres ? On multiplie, on additionne, on les associe ensemble pour faire un nombre. Le 95, par exemple, qui est problématique puisque c'est 95 ou c'est 95. Voilà, donc ça, c'est pas facile, qui peut entraîner des troubles chez les enfants, révéler des troubles, on va dire. On a aussi la dyspraxie. Donc ça, c'est la coordination du corps. On va y prêter attention quand il y a une dysgraphie parce que ça va se répercuter sur l'écriture, mais on peut le retrouver aussi dans la motricité du corps dans son ensemble et dans la motricité fine. Voilà ce qui regroupe tous les 10 qu'il y a aujourd'hui de connus et reconnus, mais on parle aussi de dyspraxie visuospatiale. Ça, c'est des détails plus importants où je vous épargne tout ça parce que je suis pas professionnelle. D'accord, merci. Et concrètement, comment on les repère ? Qu'est-ce qui doit nous donner un petit peu la puce à l'oreille en tant que parent ? Alors, en tant que parent, il faut déjà vous faire confiance, j'ai envie de vous dire. Vous avez le droit de ne pas le voir maintenant. Vous avez le droit encore de croire à l'enfant parfait. C'est des choses qui peuvent arriver tardivement. On a plein de choses à penser en tant que parent. Donc, ne pensez pas que vous auriez dû le voir plus tôt si c'est d'autres qui le voient pour vous. En aucun cas, il faut culpabiliser parce que c'est vous desservir et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour accompagner votre enfant. Donc, déjà, dans un premier temps, si l'enseignant vous alerte, accueillez-le, recevez-le. Et allez voir vers un professionnel. Et un professionnel de premier recours, ça va être le médecin traitant ou le pédiatre. Voilà, ça, la personne, elle est attentive, elle est à votre écoute. C'est important de se relayer auprès d'elle. Ensuite, ce médecin, théoriquement, va vous orienter vers des professionnels adaptés. L'orthophoniste pour la dyslexie, ça peut être aussi l'orthophoniste pour la dyscalculie. Tous les orthophonistes ne sont pas à l'aise avec la dyscalculie, donc ne vous étonnez pas si la première orthophoniste ou même le second vous dit non, faut aller voir un autre, moi je suis pas à l'aise. C'est des choses qui arrivent. Donc n'hésitez surtout pas à voir d'autres professionnels, d'être sur liste d'attente, patience, de voir aussi des ergots pour la dyspraxie. Donc c'est les ergothérapeutes, les psychomotriciens. Il y a un panel de professionnels que la Haute Autorité Santé reconnaît pour les accompagnements dans ces troubles. Donc n'hésitez pas à vous en remettre auprès d'eux. Ils vous seront d'un précieux recours et surtout ne restez pas seuls, j'ai envie de vous dire. Vraiment entourez-vous de personnes à l'écoute et ne doutez pas de vous, ne culpabilisez pas, c'est très important pour le bon accompagnement de votre enfant.
Ce que je comprends, c'est que les professeurs peuvent en tout cas être les premiers professionnels qui peuvent un petit peu nommer, ou en tout cas être dans de la prévention pour aller un peu plus loin dans le diagnostic, et qu'après, les personnes et professionnels sont le pédiatre, en premier médecin traitant, et puis ensuite, en fonction de ce qui est dit, il nous oriente encore vers d'autres professionnels. Tout à fait. Mais je reviens un petit peu sur la question d'avant. Concrètement, en amont de ce discours de l'instit, Oui. est-ce qu'il y a des petites choses dans le quotidien qui peut nous alerter? Je sais pas, je pense à le fait d'écrire à l'envers. Souvent, on entend ça, d'avoir la difficulté à lire rapidement, de mettre les boutons d'un vêtement. En effet, il y a plusieurs stéréotypies, on va dire, que l'enfant va avoir acquis à certains âges et que les enfants vont avoir plus de difficultés, vont atteindre un âge différent, plus long. D'autres, des fois, c'est beaucoup plus rapide. Mais voilà, quand on n'a qu'un enfant unique, on va se référer, en parler à ses amis. Et là, on peut avoir des moyens pour savoir que notre enfant est peut-être en retard. Et des fois, en effet, quand on a plusieurs enfants, là, c'est plus facile pour comparer. Donc, en effet, là, par exemple, l'autonomie, on peut voir qu'il y a des stades de l'autonomie quand on en parle avec le pédiatre en PMI ou quand on peut se renseigner dans les livres, lire dans les magazines. Voilà, ça peut nous alerter, en effet. Et ça, c'est important, en fait, de se faire confiance, de dire, voilà, j'alerte, je vois ça, j'alerte. Des fois, c'est pas accueilli comme on l'entendrait auprès des professionnels de santé. Mais voilà, si vous avez votre œil qui pense que, n'hésitez pas à en parler, ne restez pas dans cette idée de je le vois, je le garde pour moi et on verra plus tard. Vous pouvez toujours alerter, c'est pas un problème. Après, c'est comment ça va être accueilli et en effet, des fois, il faut laisser du temps. Mais en effet, plus tôt c'est pris, mieux c'est, puisqu'on sait que maintenant, pour atteindre un professionnel paramédical, orthophoniste, psychomotricien ou ergothérapeute, on est sur liste d'attente. Donc, plus tôt c'est pris, plus tôt c'est accompagné et moins le retard va se prolonger, on va dire, puisque les acquisitions impactent d'autres acquisitions aujourd'hui. Donc, on va faire au mieux en tant que parent, mais des fois, c'est pas forcément ce qu'on avait imaginé comment on pourrait faire. Donc, en effet, les boutons, l'autonomie pour l'habillage, l'écriture, les enfants maintenant commencent à écrire en maternelle. Donc, déjà, des enseignants peuvent déjà, dès la maternelle, peuvent s'alerter de voir qu'il y a une problématique dans la praxie. Il peut y avoir aussi la lecture. Certains enfants vont savoir lire dès la dernière année de maternelle, d'autres ça va être un peu plus long. Et en effet, on peut s'inquiéter en CE1 de voir qu'un enfant est toujours en difficulté sur la lecture. D'accord. Les mathématiques, les tables de multiplication qui ont du mal à rentrer, un enfant qui va savoir faire l'opération de multiplication à l'écrit, avec la table de multiplication écrite à côté de lui, mais ne pas savoir manipuler les chiffres, c'est possible, ça peut relever de la dyscalculie. Je peux pas vous dire ça relève parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnelle dans ce domaine et ça relève d'un bilan. Voilà, mais ces petites choses peuvent vous alerter. Aussi, si vous êtes un parent qui a des troubles 10, on sait aujourd'hui qu'il y a une part d'hérédité, mais ça ne peut aussi ne pas être transmis par l'un de vous, ou des fois, votre enfant, vous découvrez qu'il est 10 et vous apprenez que vous êtes 10 à ce moment-là. Merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. Bonjour Marie, est-ce que c'est ok pour toi pour qu'on se tutoie? Oui, ça me va. Très bien. Alors tu es orthophoniste, merci également pour ta présence aujourd'hui. Je vais commencer avec une première question. En tant que professionnel du langage, quel accompagnement est-il proposé pour ces troubles? Alors bonjour Lucie, oui je suis Marie Billet-Souchet, orthophoniste dans la maison de santé de Pelloy-les-Vignes. Donc oui, je vais répondre à cette question pour l'accompagnement. Donc en fait souvent les familles viennent nous voir suite à des alertes transmises par l'école ou le médecin, mais souvent par eux-mêmes. Ils ont souvent la très bonne intuition de venir nous voir parce qu'ils repèrent des difficultés, souvent pendant les devoirs à la maison d'ailleurs. Et donc là, nous, on est présents pour les accueillir et pour souvent déjà les informer, répondre à leurs questions, les soulager aussi dans leurs inquiétudes. Et on va faire un long accompagnement au début sous forme d'entretien, suivi de bilan avec des épreuves, donc je ne vais pas décrire ici. Et suite à ça, on va confirmer ou infirmer un diagnostic qui sera posé, donc sous l'appellation trouble spécifique des apprentissages, qu'on nommera après avec trouble de l'écriture ou de l'orthographe, tout ce qui a été nommé avant, selon ce qu'on a repéré dans le bilan. Qu'est-ce qu'on fait après tout ça, après avoir repéré le bilan, après avoir fait le diagnostic? Les parents savent déjà qu'il y a un impact fort du trouble sur les apprentissages et donc forcément sur le quotidien.
Donc on va vraiment les accompagner pour trouver les meilleurs moyens de compensation au quotidien et réussir à aider l'enfant à continuer dans son rythme, à son rythme, et surtout trouver ses spécificités à lui, parce que chaque profil 10 a vraiment son profil, donc il faut vraiment que ça colle à l'enfant. Donc on accompagne l'enfant et sa famille, j'insiste sur le « et », pour les rendre experts quelque part du trouble, qu'ils puissent connaître un petit peu comment fonctionne ce trouble-là, le trouble 10, ses particularités, son retentissement, en expliquant un peu comment fonctionne le cerveau à l'enfant avec des mots adaptés forcément, mais aussi aux parents. On va les aider à mieux comprendre comment ça fonctionne et donc forcément à mieux s'ajuster et peut-être aussi mieux accepter et moins se culpabiliser aussi, parce qu'il y a beaucoup de familles qui culpabilisent. Et en fait, ce fait d'expliquer comment fonctionne le trouble, ça permet justement d'apaiser tout ça. On va aussi, quand on accompagne l'enfant, essayer de lui expliquer tout ce qui fonctionne aussi chez lui suite au bilan, parce qu'on parle beaucoup de ce qui ne fonctionne pas, mais on va aussi parler de ce qui fonctionne. Et ça passe par exemple, montrer qu'un bon vocabulaire, une bonne compréhension orale, c'est toujours très important, par exemple, dans le cas de la lecture, parce que plus on comprend les mots, plus on fait le lien avec ce qu'on connaît, plus on va pouvoir compenser des difficultés d'écrit, et donc ça va nous aider. Donc tout ça, ça permet aussi de les rendre fiers de certaines compétences qu'ils ont. Et pour les familles, on va plutôt les guider concernant les devoirs à la maison, qui est souvent un sujet difficile pour eux, parce que on leur explique que forcément après une journée de travail pour les enfants, un trouble 10, ça entraîne beaucoup de fatigue, parce qu'ils sont sans cesse en double tâche. Il faut qu'ils réfléchissent à comment lire, comment comprendre. Donc forcément la concentration à la fin de la journée, elle est chutée. Et parfois l'estime de soi chute aussi avec. Donc on leur explique tout ce que ça peut avoir comme conséquence aussi. Je décrirai peut-être les astuces plus tard concernant ce qu'on peut faire pendant les devoirs à la maison, mais voilà, cette idée d'être accompagnant dans plutôt réassurer son enfant en revenant de l'école et essayer de coller au mieux à ses spécificités à lui. Pour l'accompagnement au cabinet, on fait généralement une séance, voire 2 séances par semaine d'une demi-heure, qu'on peut faire sur plusieurs mois et qu'on espace de pauses thérapeutiques. J'appelle ça des pauses où on laisse l'enfant digérer, souffler ce qu'il a vu, ce qu'il a intégré. On a fini les objectifs qu'on s'est fixés avec lui et on se refait des pauses. Et après, on se revoit plus tard pour aussi maintenir la motivation de l'enfant. Merci Marie. Et dans ce que j'entends, c'est qu'il est important de donner confiance à l'enfant, de lui permettre d'avoir confiance en lui. Est-ce que justement tu aurais des astuces, tu le disais tout à l'heure, pour aider son enfant dans les apprentissages pour les parents? Oui, c'est vrai que c'est important d'aider l'enfant à trouver quels sont ses mécanismes, quels sont ses moyens particuliers à lui d'apprendre. Et là, je vais faire appel à la créativité des parents. Souvent, ça demande beaucoup d'imagination de la part des familles, de la créativité. C'est de chercher toujours au plus proche de son enfant. Et du coup, de passer par du multisensoriel le plus possible pour que les apprentissages se fixent plus en mémoire. Donc ça peut passer par de la répétition à l'oral, par des déplacements dans l'espace, par le dessin, voilà, et je crois qu'il y a toutes sortes de choses qui est possible. Donc là, c'est vraiment à trouver. Il faut trouver ça avec l'enfant, en parler avec lui. C'est de tester des choses. Moi, souvent, je parle d'une chose toute simple pour l'apprentissage de l'orthographe, c'est d'utiliser des lettres mobiles pour éviter de repasser par le graphisme, d'utiliser des lettres mobiles pour apprendre les mots dictés. Voilà, je te prépare les lettres déjà d'un mot, c'est toi qui dois les mettre dans le bon ordre. Et puis le lendemain, ça sera à lui de sélectionner tout seul ces lettres pour restabiliser la mémorisation. Et puis le lendemain, on peut faire une cocotte en papier où on écrit les mêmes mots et puis on se les dit à l'oral. Ouais, essayer de varier un petit peu les façons d'apprendre et tout en restant dans du ludique. Généralement, ça permet de faire moins scolaire parce que souvent le parcours de la journée peut être un peu difficile et ça permet d'attirer un petit peu plus l'attention de l'enfant. Concernant la lecture, c'est vrai que pareil, relire un gros texte à la fin d'une journée, ça peut être difficile. Donc là, faut pas hésiter non plus à l'accompagner en double lecture. On appelle ça des lectures en chœur, c'est-à-dire qu'on peut essayer de se caler sur la vitesse de lecture de son enfant et essayer de lire en même temps, ce qui fait que l'enfant s'auto-corrige un petit peu en même temps. Ou alors lire chacun son tour, ou alors nous, on propose une première lecture et du coup, l'enfant relit après, donc il y a moins de risque de faire des erreurs. Il y a plein de façons d'imaginer les choses. Il faut toujours se dire qu'il vaut mieux viser une plus petite quantité, mais que ça soit mieux fait. Donc ça, généralement, c'est aussi à voir avec l'enseignant pour adapter
la quantité de devoirs. Et puis il existe aussi si on veut maintenir la lecture tous les jours, il existe des livres spécialisés, adaptés avec des couleurs spécifiques sur les sons complexes. Ce qui fait qu'on entraîne son enfant quand même à continuer à lire tous les jours. C'est toujours très important de lire tous les jours. Mais du coup, il faut quand même que ça soit adapté pour eux parce que sinon, c'est vraiment une charge mentale forte. Mais il faut quand même leur expliquer que c'est important de le faire tous les jours. Il y a ces livres-là, mais il y a aussi des livres adaptés audio aussi qui sont intéressants à utiliser, c'est-à-dire d'entendre l'histoire lue en même temps qu'on suit les phrases dans le livre. Et du coup, ça, le cerveau fait un travail aussi très fort. Et ça permet justement à l'enfant peut-être de faire une pause où il n'est pas obligé de lire à voix haute, mais au moins il suit dans sa tête ce qu'il entend et ce qu'il voit. Et c'est aussi un très bon travail. Ça peut les motiver s'ils ont un livre peut-être un peu plus ardu à lire, avec des vocabulaires et des phrases plus complexes, mais ils peuvent éventuellement le suivre quand même, s'ils ont un sujet qu'ils ont trouvé intéressant et qui les motive. Je parlerai juste de la compréhension aussi, ce qui est important en tant que... je pense aux devoirs aussi, c'est de toujours s'assurer qu'une consigne est bien comprise. Il ne faut pas hésiter à reformuler, peut-être relire à la place de l'enfant. Souvent, un enfant pense qu'il a bien compris, mais parfois il ne s'en rend pas compte en fait, qu'il n'a pas bien compris la phrase, donc ne pas hésiter à reformuler, à s'assurer que le vocabulaire est compris. Voilà, mais toujours mettre l'accent sur la compréhension parce que c'est aussi l'objectif de la lecture, par exemple, c'est vraiment ça, c'est de réussir à comprendre et de prendre plaisir plus tard. Et juste, c'est important aussi, quand je dis tout ça, c'est de ne pas vous mettre dans une posture de thérapeute, mais surtout d'accompagnant comme... quelqu'un qui va venir soutenir son enfant et lui proposer plein de petits outillages, mais jamais dans une posture de thérapeute. Il faut toujours rester dans du ludique, dans du plaisir, surtout. C'est vraiment chercher le plaisir le plus possible avec l'enfant. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, j'imagine que faut essayer de trouver des ressources un peu partout pour faire preuve de créativité. Donc, en effet, il y a les professionnels de santé, sûrement les échanges aussi entre parents et entre accompagnants d'enfants ayant des troubles 10. Et l'école aussi. Quel lien on peut envisager avec l'école pour les familles ou même peut-être que vous-même vous êtes en lien aussi avec les enseignants. C'est vrai que des fois c'est très souvent l'école qui alerte, donc la famille nous parle tout de suite de l'école, de la maîtresse, de ce qui se passe en classe, donc clairement on est tout de suite relié à ça. On a juste nous en tant que professionnels de santé pas le droit de donner le bilan orthophonique directement à la maîtresse parce que ça reste un bilan médical, donc on peut le donner au médecin scolaire. Mais par contre, on est complètement disponible pour échanger sur les spécificités de l'enfant vraiment précisément en séance. Et puis nous aussi, on est toujours très intéressés de savoir comment l'enfant se comporte en classe, comment il progresse, parce que des fois au cabinet, on voit pas forcément de mouvement et en fait, on nous dit qu'en classe, il progresse beaucoup, donc c'est toujours très intéressant de comparer, de voir comment il transfère ce qu'on voit à l'école. Donc on demande toujours l'avis des parents, de savoir est-ce que vous êtes d'accord qu'on échange avec l'école. Bon, généralement, c'est un grand oui, forcément. Et donc on peut aussi mettre en parallèle des outils qu'on a en commun. Parfois, on va cibler des confusions de sons qu'on retrouve souvent comme le B et le D, et donc on va avoir des outils en commun que nous, on peut fabriquer aussi en séance avec les deux lettres face à face et l'image de la bouche, une bouche qui se ferme pour le B, une bouche entrouverte pour le D, et que ça puisse l'aider, qu'il puisse avoir ça sur sa table, par exemple, en classe. Et du coup, la maîtresse, en voyant ça, en échangeant, est-ce que ça serait possible de souvent mettre la petite image de la bouche qui se ferme quand c'est un B pour pas qu'il remélange ça souvent. Voilà, ça peut être ce partenariat pour l'aider à ancrer ce qu'on apprend nous en séance. Et puis on peut faire le lien aussi, on peut informer les familles que quand il y a un diagnostic de fait, ils peuvent se rapprocher du médecin scolaire et de l'enseignant pour mettre en place un PAP, un plan d'accompagnement personnalisé, qui sera validé par le médecin et qui sera rempli par l'enseignant. Et ce PAP permet de mettre en place des adaptations scolaires, des aménagements qui seront vraiment personnalisés à l'enfant, que ce soit peut-être grossir le caractère du texte qu'il doit lire, mettre en couleur des phrases en mettant en avant des graphies complexes, ça peut être faire une dictée à trous, réduire le temps, le nombre de leçons, enfin il y a plein de choses à imaginer et ça souvent l'enseignant il sait à peu près en fonction de là où en est l'enfant. Et quand vraiment les difficultés persistent,
soins, les difficultés de toute façon sont durables, on l'a dit, mais quand ça ne suffit pas, en tout cas ces aménagements-là, on peut mettre en place, aider la famille à mettre en place avec l'école un dossier MDPH, et dans ces cas-là, pour faire appel par exemple à une aide plus humaine comme l'AESH, qui sera là présente pour aider l'enfant en classe, mais aussi des aides matérielles comme la tablette, une souris scan, un ordinateur plus tard. Voilà. Et ça, pour le coup, il faut quand même avoir des aides financières, ce que peut offrir la MDPH. Et on a parlé de l'ergothérapeute tout à l'heure aussi, qui peut aussi se mettre dans la boucle pour justement faciliter l'utilisation de tous ces outils. D'accord, merci Marie pour toutes ces informations. On en apprend quand même déjà beaucoup plus. Je vous propose peut-être maintenant d'écouter les témoignages des parents qui sont présents. On peut commencer par celui de Sandrine et puis il y aura aussi celui d'Émilie. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Sandrine Roisset, j'ai donc 3 enfants, 2 aînés de filles et un garçon du coup Mathis qui donc a été décelé dyslexique en CE2. Mathis en fin de compte avait des soucis de 3 à l'envers, de 5 à l'envers et sa lecture qui au mois de décembre n'était toujours pas acquise en CP. Suite à un entretien, on nous a conseillé d'aller voir du coup un peu plus loin sur les recherches peut-être dyslexiques. Voilà. C'est vrai que c'est un soulagement pour nous en tant que parents parce que quand on met un mot sur les problématiques de votre enfant, c'est très très appréciable. On se dit qu'on est des bons parents, c'est pas nous, entre guillemets. Voilà. Ça va permettre de déculpabiliser. Aussi, pour l'enfant et pour nous, en tant que parents. Voilà. Tout à fait. Le quotidien, en plus, c'est une fratrie de 3. Le dernier, donc c'est vrai que c'était un peu le chouchou aussi. Et puis il s'est avéré qu'à chercher un petit peu ce qui se passait à la maison, il attendait un petit peu que les choses soient faites de part et d'autre. Mais en fin de compte, on s'est aperçu qu'au fur et à mesure que c'était plus lui qui avait des soucis de compréhension ou d'exécution des choses qui faisait que du coup nous on s'énervait en disant c'est bon, on te l'a fait voir une fois, tu sais pas, donc c'était un peu problématique aussi dans le foyer parce que du coup en parlant plus crûment, on se demandait s'il se moquait pas de nous quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc oui, complexe quand même. Il a un ordinateur, du coup maintenant aussi au niveau scolaire, avec une souris scan qui permet de scanner les documents qu'on lui donne du coup au niveau de l'école. Il a aussi des logiciels en interne de son ordinateur qui du coup l'aident à pouvoir aussi écrire les mots, je sais n'importe quoi, s'il doit écrire chanson, s'il met CHAM, il va avoir tous les noms ou tous les mots qui vont commencer, il va se dire non du coup c'est pas le M, c'est un N qu'il faut que je mette. Enfin voilà, donc c'est très très typique pour les 10. Et par rapport au temps dans sa journée aussi, il avait pour les choses à faire, tout simple. Se lever, se brosser les dents, enfin les choses au tout début, fallait qu'on mette des petites affiches pour que voilà, il sache qu'il y avait un timing à faire et que après la dernière chose à faire, fallait qu'il aille à l'école ou fallait que voilà, au tout début, il y ait aussi un espace-temps, enfin que tout soit calé pour qu'il se rappelle des choses. Voilà. Donc tout ça a été mis en place. Bon maintenant tout va bien, ça roule, ça roule. Il sait faire les choses, il y a pas de souci. Suite du coup au pédiatre, au bout de 3 séances, donc après des bonnes séances où c'est bien fatigant quand même pour l'enfant. Parce qu'un dyslexique, il faut qu'il se concentre 3 fois, voire 4 fois plus pour comprendre, donc c'est fatigant pour eux. Ce qui peut s'entendre aussi que le soir, quand il rentre, les devoirs, il n'a pas envie de les faire parce qu'il est déjà très concentré dans sa journée. Donc le soir, c'est problématique avec les parents pour faire justement les devoirs. Enfin voilà. Suite à tout ça, c'est vrai que ça a permis quand même. Je me rappelle de lui être rentré dans la voiture et de me regarder et de dire mais maman, ça y est, on sait ce que j'ai quoi. Et là, le soulagement, mon gamin, le sourire. Enfin. Même nous, en tant que parents, quand il y a des mots qui sont mis sur les problématiques qu'on rencontre, ça soulage quand même. Enfin, vraiment, voilà. Le côté, c'est pas ma faute, quoi. Voilà, c'est ça. On n'est pas des mauvais parents, quoi. Voilà, faut se le dire. Après, il est aussi, il a été donc, du coup, on a fait un dossier, MDPH pour avoir le droit justement à cet ordinateur, pour avoir le droit à ceci. Mais il faut rentrer dans les cases. Et si vous rentrez pas dans les cases, c'est pas bon. Donc c'est très problématique. Si vous n'êtes pas H24 sur les dossiers, c'est lourd. Franchement, c'est lourd. Voilà. Ça c'est vraiment, je pense qu'il faudrait
de l'accompagnement là-dessus. Ah bah il se porte bien, tout va bien. Ah bah oui. Non, tout va bien. Après, voilà, il a encore des difficultés, hein. Il se cache pas, hein. Après, par contre, voilà, il vous regarde, il écrit très bien à l'ordinateur en regardant ailleurs. Donc c'est vrai que ça c'est un plus pour lui. Voilà, même professionnellement, maintenant l'ordinateur c'est quand même quelque chose de acquis dans un boulot et qu'il faut avoir aussi. Donc c'est un plus aussi pour lui qui peut argumenter. Mais du coup, voilà, c'est vrai que non, il est à l'aise maintenant. Il sait ses problèmes aussi. C'est un enfant qui est pas du tout organisé concrètement dans sa chambre, par exemple. Mais par contre, dans sa tête, il est organisé. Il sait que clac, 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 c'est des choses à faire. Mais par contre, voilà, c'est le bazar. Et c'est son, voilà, c'est sa façon d'être, voilà. Faut pas se décourager et on n'est pas des mauvais parents. Il faut juste les accompagner et oui, par exemple, quand la problématique arrive, il faut reculer de 3 pas en disant, bon, on sait, voilà. Mais attention aussi, il y a des fois où nous, on se disait, ne joue pas trop de ton 10 non plus, quoi. Parce qu'on peut aussi avoir l'enfant qui peut y jouer et du coup, attention. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi avoir le juste milieu là-dessus, mais il faut vraiment pas se décourager et on arrive toujours au but, mais voilà, et toujours partager et communiquer sur ce qui se passe aussi à la maison, quoi. Et partager aussi avec la fratrie, parce que ça peut être compliqué, voilà, de ça aussi, quoi. Voilà. Bonjour, donc je suis Émilie, j'ai 39 ans bientôt et je suis maman solo de 2 filles 15 et 12 ans. Quand le pédiatre a réuni, donc que ça soit l'ergothérapeute, le psychologue, les tests et puis ses tests à lui, et là ça a été diagnostiqué que ma fille était dyslexie et dysorthographie, dysgraphie. Il y a une partie de moi qui était soulagée en tant que maman parce que c'est vrai qu'il y avait un mot de posé. C'est vrai qu'on voyait que notre deuxième, au niveau de la lecture, c'était plus fluide, au niveau compréhension, tout ça des consignes, des exercices. Mais c'est bien aussi de comparer dans le sens où ça aide à comprendre, en fait, c'est surtout ça. Quand le diagnostic a été posé, d'une soulagée. Et puis de 2, malheureusement, on a été un petit peu dur, un peu aussi avec notre fille, parce que malheureusement, c'est vrai que quand on sait pas, mais si, c'est simple et tout. Et c'est vrai qu'on est un peu dur. Un peu exigeant. En fait, on est exigeant parce que du coup, on veut que ça soit, c'est nos enfants, on veut les mettre quand même haut. Et c'est vrai que des fois, on se dit, non, mince, il faudrait peut-être plus prendre de recul. Mais bon, c'est humain aussi, donc c'est normal. Et puis, après, donc, soulagement, certes. Mais après, qu'est-ce que je fais de ma fille? Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses, pour pouvoir compenser, parce que malheureusement, la dyslexie, ça ne se guérit pas. On doit, en fait, compenser, en fait. Ça se compense, les troubles 10. J'ai eu de la chance, c'est qu'avec l'école, ça s'est très bien passé, que ça soit avec la maîtresse du CM1, et puis même avec le directeur, qui ils avaient l'habitude. Malheureusement, plus ça a pu, il y a des enfants 10, c'est reconnu. Parce que, à mon époque, malheureusement, ça n'était pas reconnu. Donc, on a pu faire un dossier auprès de la MDA, la Maison de l'Autonomie, enseignement MDPH. Ça aussi, c'est très long et très lourd, parce qu'il faut faire donc, heureusement qu'il y a les diagnostics et de poser tout ça, et puis, les comptes rendus, tout. Maintenant, ça va mieux. Mais c'est vrai que, il faut toujours, être derrière, malheureusement, même à 15 ans, toujours suivre, il y a des moments, faut se répéter régulièrement, faut toujours être tout le temps attentif. Contrairement à ma deuxième qui a 12 ans où elle est un peu plus autonome. Ce que j'entends, c'est en tant que parent, c'est un soulagement une fois qu'il y a un diagnostic de posé. Est-ce que pour l'enfant, ça l'est également? Alors pour ma fille, oui, ça l'a été pour ma fille. Après d'autres, il y a eu des cas, oui, pour ma pour fille, votre fille, ça l'a été. Et je m'interroge, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à pointer les difficultés dans les troubles 10, mais est-ce que aussi on pourrait mettre en lumière les forces que l'enfant développe? En fait, les forces, ils compensent. C'est des fois qu'ils vont trouver des stratégies pour compenser, en fait, dès qu'ils ont une difficulté, hop, ils vont mettre des choses en place pour éviter que ça se reproduise ou que il y a des choses c'est vraiment compensé. Ils arrivent toujours à compenser. Et puis non, et c'est des enfants normaux, il y a pas de souci là-dessus. C'est pas écrit sur leur front. Tout à fait. Mais j'ai pu entendre, observer que ce sont souvent des enfants qui sont encore plus créatifs, qui ont développé la persévérance, d'être c'est ça, persévérant, aller jusqu'au bout des choses.
Bah oui, parce que ma fille est persévérante parce que malheureusement des fois les évaluations, elle apprend et au moment de l'évaluation malheureusement elle a une mauvaise note. Mais c'est vrai que des fois c'est décourageant, mais on lui dit mais non, il faut que tu voilà. Et il y a une façon, en fait c'est aussi leur personnalité qui augmente dans le sens où la persévérance, le courage, ils ont 2 fois plus de courage là-dessus parce que oui, et malheureusement ils apprennent mais ça rentre pas ou ils ont des difficultés, donc du coup ils se donnent et il n'y a pas de récompense derrière, et c'est ça qui est un petit peu dommage. Est-ce que vous avez un message particulier que vous aimeriez transmettre à des parents qui ont donc des doutes ou qui vivent actuellement la période de diagnostic? Alors déjà, ils sont pas seuls, c'est ça qu'il faut se dire, qu'il y a d'autres parents dans cette situation, que malheureusement c'est un parcours de combattant, que des fois ça se passe bien, des fois moins bien, parce que voilà, ça peut arriver où nous on a eu de la chance, mais dans d'autres parcours où c'est un peu plus compliqué et plus difficile, faut vite s'entourer s'ils veulent, parce que moi quand le diagnostic est posé, je me suis sentie un peu seule, et là en fait j'ai pu trouver l'association qui s'appelle l'association 10x10, dont je fais partie maintenant aujourd'hui, et ça m'a permis de rencontrer d'autres familles, me sentir moins seule en tant que parent, mais aussi avec ma fille qui était moins seule aussi, parce que des fois malheureusement on peut se retrouver dans une classe où elle était toute seule 10 et là elle se dit non, je suis pas la seule 10, il y en a d'autres dans d'autres écoles, dans d'autres classes qui ont des difficultés, et ils ont eu des moments de partage, et l'association est là aussi pour ça. D'accord. Cette association-là, c'est en fait un lieu ressource pour les parents, mais aussi pour les enfants. Oui. C'est se retrouver entre pairs, pouvoir partager un petit peu c'est ça, ce qu'ils vivent au quotidien. C'est ça. Okay. On est sur les réseaux, donc tout ce qui est Facebook, Instagram, donc 10x10, c'est DYSFOIS 10, le chiffre 10. Il y a le site internet aussi, donc voilà. Après on fait tout ce qui est café 10. On essaye de faire tous les trimestres, de faire un café 10 avant les vacances scolaires. Après on fait aussi des ateliers éducatifs, donc en fait c'est une ergothérapeute qui vient sur 2 groupes, les groupes de 5 enfants, pour apprendre à taper sur l'ordinateur. Et ça se passe à l'association, à Cité des associations sur Angers, pardon. On a quoi d'autre en place? Ça, c'est donc une fois par semaine le mercredi. Aussi, chaque année, on essaye de faire une sortie famille pour que les enfants aussi se rencontrent, parce que le café 10 c'est bien, mais des fois il n'y a pas les enfants. Là au moins les sorties scolaires peut-être. Non, pas spécialement. Non, c'est le samedi après-midi on est généralement, mais voilà, des fois on essaye aussi des soirs que entre parents, ou parce que les parents ils veulent pas venir aussi avec les enfants, ça peut arriver aussi. C'est ce moment à eux aussi. Et puis des fois ça peut arriver aussi avec les enfants, on accepte tout le temps les enfants, il y a pas de souci. Mais voilà, c'est une association qui réunit des familles qui ont des enfants, des ados et des jeunes adultes, 10. Donc c'est important en fait de se réunir et puis au moins on se donne des astuces, on se rassure, parce que des fois on se dit mais attends, moi aussi elle fait ça et machin, oui. Donc du coup ça aide beaucoup, ça fait du bien. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Emmanuel, Marie, est-ce que vous avez des réactions? Eh bien, moi, je trouve que ces témoignages des mamans sont totalement en adéquation avec ce que je vois au quotidien auprès de l'association, des parents que j'accompagne, donc des papas, des mamans. Ce que j'ai vécu il y a quelques années, ce que je vis encore aujourd'hui, et ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, et j'entends ma maman parler. Donc vraiment, c'est la vérité, j'ai envie de dire, de tout parent 10. Alors moi, suite à cette écoute, ce qui me vient tout de suite, c'est vraiment l'importance de la prévention pour informer le plus tôt possible peut-être les enseignants sur les points d'appel en fait tout de suite en maternelle, de pouvoir peut-être pas faire peur, mais juste avoir en tête un peu les signaux d'alerte pour que les familles soient quand même au courant très vite des potentielles difficultés qui pourraient perdurer, et donc dans ce cas-là pour que les diagnostics soient faits le plus tôt possible, et que justement qu'il n'y ait pas on a entendu vraiment la tension familiale que ça pouvait créer quand on comprend pas ce qui se passe chez l'enfant et qu'on ne sait pas comment l'accompagner, et donc de faire le plus tôt possible un diagnostic permettrait de mettre des mots sur les choses et qu'il y ait plus d'apaisement dans la famille. Merci beaucoup à vous deux. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin à nous dire?
En petit mot de la fin, j'ai envie de dire, en tant que présidente d'association, je vous dirais, ne restez pas seul. C'est important, voilà. L'association est là pour accueillir toutes les familles concernées par les troubles 10, que ce soit les grands-parents, les parents, les enfants. Aujourd'hui, on met plein de choses en place pour les familles dans l'entièreté, j'ai envie de vous dire. C'est pas parce qu'un enfant est concerné que les autres ne sont pas invités. Et la rencontre entre semblables est très importante parce qu'on se sent déjà différent dans la société. Et se retrouver entre nous, voilà, on est extraterrestres peut-être à notre façon, mais en tout cas, entre extraterrestres, c'est tellement plus sympa. Et puis aussi, j'ai envie de dire, si je peux rajouter un deuxième mot, parce qu'il y en aurait même 3, 4, 5. Mais voilà, les compétences de vos enfants sont peut-être différentes, mais ils en ont nombreuses et de qualité. Voilà, c'est des enfants pugnaces, c'est des enfants courageux. Et n'oubliez pas une chose, vous êtes le reflet de ce que vos enfants vont devenir. Donc si vous restez derrière eux, indéfectiblement patient, je sais, c'est pas facile. Je perds ma patience des fois. Mais voilà, d'être là au quotidien, d'être là toujours derrière eux, les accompagner, les encourager, et puis aussi des fois savoir lâcher du lest, eh ben, ils vous en seront reconnaissants. Ça sera pas en vous le disant, mais c'est en fournissant les efforts qu'ils vont faire sur du long terme. Et vous verrez, un jour, ça sera la bonne rencontre au bon moment, au bon endroit, et vos enfants s'ouvriront comme des fleurs. Je vous souhaite une belle éclosion pour vos enfants. Comment passer après ça? Mon petit mot de la fin, c'est de vous dire de vous faire confiance parce que vous avez souvent de très bonnes intuitions, les parents, et de pas hésiter quand vous avez une inquiétude à suivre votre intuition, à demander des informations aux professionnels qui vous entourent, et que même s'il y a rien, il y a rien, et puis comme ça on vous a rassuré, et s'il y a quelque chose, on vous accompagne au mieux. Et comme on disait, votre enfant, c'est le voir aussi dans sa globalité. Il a son trouble 10, nous on est là pour le repérer, mais il y a plein d'autres choses qui le caractérisent, et il faut surtout pas oublier ça. Un grand merci pour avoir partagé toutes ces connaissances. Oui, c'est vrai, merci beaucoup. Maintenant, on vous donne rendez-vous pour un autre projet dans le cadre du projet Veriandi. On vous invite au forum sur les troubles 10 qui a lieu le mercredi 22 octobre de 17h30 à 19h30 à la salle Plantagenet sur la commune de Verrières en Anjou. Vous pourrez y retrouver divers professionnels comme l'association AP1049 qui accompagne les enfants et les parents autour de ce sujet. Et pour info, la prochaine émission sera diffusée le 17 novembre. Nous aborderons un autre sujet précieux pour vous. Entre info et inquiétude, le rôle protecteur des parents. Ce sera l'occasion d'évoquer la gestion complexe des contenus médiatiques, l'univers des réseaux et la sécurité en général. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à partager vos réactions, vos questions à lucie.lemoine@pass-age-asso.fr. À très bientôt dans cette belle aventure. Audrey, on sort de notre tout premier enregistrement, on était hyper excités. Quel est ton ressenti, toi ? Eh bien écoute, je suis pleine d'émotions positives. C'était très agréable, très enrichissant. Je retiens plein de choses. Je retiens vraiment le fait de se faire confiance en tant que parent. Le fait d'accueillir les propos des professionnels, de ne pas avoir honte de ce qu'on est en train de vivre ou ce que notre enfant vit. Et ça, j'ai trouvé ça très important de le nommer. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le partage d'expériences. Moi, ça me touche. Je trouve ça beau de pouvoir entendre ce que d'autres vivent, et ça permet de se déculpabiliser. Et ça, c'est un mot très fort. Et puis aussi mettre en lumière les compétences des enfants. Voilà, c'est aussi quelque chose d'ultra chouette. La créativité, et comme quoi on a tous des ressources. Et toi, Lucie ? J'ai trouvé ça aussi génial, vraiment une belle rencontre de pouvoir écouter à la fois ces professionnels, ces parents qui témoignent de leur expérience. Je trouve ça génial. J'en ai eu parfois des frissons, des émotions qui m'ont traversée. Je trouve ça vraiment intéressant et rassurant de se dire que les parents sont pas seuls, les enfants non plus, et qu'ils peuvent être accompagnés, qu'ils peuvent être aidés, et que de pouvoir se faire confiance avec les ressources qu'on a déjà en soi, et de pouvoir se valoriser
et d'être accompagnée comme ça. Donc vraiment, c'est une belle première et je suis vraiment fière de nous et fière de ce premier podcast. Oui. Une production Parole et compagnie.